Ah, David, tout ce que c'est mitzvah, purée. Il y en a qui ont gagné beaucoup d'argent comme ça, derrière mitzvah. Donc, les amis, on va faire un petit cours sur la Gada de Pessah. Vous n'êtes pas nombreux, mais vous êtes des gens de qualité malgré tout. C'est pas que les autres ne valent rien, ouais, mais c'est que ils ne valent pas grand-chose. Donc, la Gada de Pessah, la Gada de Pessah, c'est un texte qui est relativement long. Pas très long, mais c'est relativement long. Pourquoi ça nous paraît si long? Parce qu'on est assez fatigué pour les gens qui se prennent tard et qui ont dû faire des finitions le dernier jour. Ouais, normalement, le dernier jour, on est tranquille. On joue au rami. Ouais. Mais pour les gens qui ne sont pas pris à temps et en heure, alors ils arrivent le soir de la Gada complètement ouais, dans les choux. C'est vrai que les choux, c'est pas Hametz, mais c'est pas le but non plus d'être complètement explosé parce que c'est quand même une soirée où il faut être particulièrement attentif, réactif, dynamique. Ouais. Saméar! Quelqu'un de fatigué, il n'est pas Saméar. Quelqu'un de fatigué n'est pas Saméar. La fatigue entraîne la hatzvout. On est contrarié, on est tendu. Donc le plus important à savoir pour la Gada de Pessah, c'est d'arriver en forme. Là, c'est numéro un. Donc de bien préparer maintenant tout ce qui est nécessaire pour que le dernier jour, ouais, on ait quelques petites finitions, ouais, et on vient mettre la table tranquillement, machin. On a préparé les petits sacs de matzot qu'on a pesés préalablement. Ouais, chaque sac, c'est 30 grammes. Ouais, pas besoin de manger plus que 30 grammes. Celui qui mange 30 grammes, c'est déjà une khumra. Et, et voilà, il va faire une petite sieste. Et rêve Pessar, Doraeta, une petite sieste. Il arrive le soir en forme, ça méhar. Ouais, très très bien. Deuxième problème, pourquoi la Haggadah nous paraît si longue? Pas uniquement parce qu'on est fatigué, c'est qu'on a faim. Parce que pour quelqu'un de juif, c'est très compliqué de manger Rêve Pessar. Alors il y a les gens qui mangent du riz, mais ceux qui mangent pas de riz, ouais, ou des kitnia, donc bon, tu as des pommes de terre. Mais du pain, tu peux plus, de la matzah, tu peux pas, ouais, papouchado, alors beaucoup de rabbinim interdisent, ouais, dont le Rav Mordechai Eliyahu, il dit qu'il ne faut pas permettre ce genre de choses parce que c'est compliqué à réaliser et donc il faut éviter. Donc du coup, on est et fatigué et affamé. Et donc du coup, le texte semble très long, parce qu'on est fatigué et affamé et qu'on peut pas manger jusqu'à ce qu'on ait terminé ce qu'on appelle le Maguide. Donc ça a l'air interminable comme texte. Et donc on est susceptible de le bâcler, ou même si on ne le bâcle pas, de ne pas être forcément attentif. Mais pire encore, je vais vous expliquer quelque chose d'important, c'est que la Gada de Pessar, quand même, le message essentiel de la Gada de Pessar, ouais, c'est c'est de ressentir profondément le privilège, de ressentir profondément, tu ne moques pas, le privilège, ouais, d'être les serviteurs d'Akadosh Baruch Hu. Privilège. Donc c'est un moment de simcha. C'est pour ça qu'on doit entamer le repas par un Hallel, terminer le repas par un Hallel. C'est une soirée de Hallel. C'est pas une soirée d'études intellectuelles. C'est pas une soirée de oh là là, Hachem nous a sorti d'Égypte, maintenant on doit le servir. Oh là là, oh il va voler à nous. Si on le sert pas, on va crever. Non, c'est pas la dimension angoissante de nos devoirs envers Dieu qui doit être présent le soir de Pessah. C'est la dimension bienfaisante de notre relation avec Dieu. C'est pour nous une joie d'être les élus d'Akadosh Baruch Hu. Donc si on comprend que l'essentiel, c'est d'irradier la table de bonheur, de joie, d'akaratatov, de combien Hachem, il nous a sauvés, il nous sauve, il nous sauvera, on est son peuple, sur des milliards d'habitants sur Terre, des milliards d'habitants sur Terre. Regardez combien l'âme Israël, il représente quelques millions. Et dans ces quelques millions, pas beaucoup font Torah et Mitzvot. Ouais. Et dans ceux qui font Torah et Mitzvot, il y en a qui en plus étudient au quotidien comme vous, donc ils comprennent ce qu'ils font. Donc
quelle chance on a de non seulement être le peuple d'Akadosh Baruch Hu, il n'y en a pas beaucoup, mais en plus de respecter ses lois et en plus de comprendre ce qu'il nous demande parce qu'on étudie. Donc, on est mamache, un privilège incroyable, un truc incroyable. Quand on regarde les Chinois, regarde les Pakistanais, regarde les Américains, regarde les Russes, ils ne savent pas de quoi faire de leur vie. Ils ne savent pas quoi faire de leur vie. Ils n'ont pas de but dans leur vie. Ils ont une religion que ceux qui sont un peu intelligents, ils sont le mensonge de la chose. Ouais. Donc ça leur parle bof, bon, on fait parce que nos parents faisaient, pour l'honneur, la mémoire des défunts qui se sont sacrifiés à faire ces efforts-là. Bon, alors on bosse pour gagner de l'argent et puis on prend des vacances, Airbnb, machin, truc, etc. Et puis la vie, puis quand on passe la soixantaine et ça commence à être fatigant et on est fatigué, un, il a telle maladie, l'autre le diabète, l'autre il a de la tension, l'autre il a ci, l'autre il a ça, machin, truc. On attend de mourir patiemment. Ouais. Alors que nous, Baruch Hashem, on a reçu un programme de vie depuis notre naissance jusqu'à notre dernier jour. Hachem s'est manifesté en notre faveur et nous a dévoilé le mode d'emploi pour arriver à un véritable bonheur sur terre et dans l'au-delà. Donc, Pessah, c'est le jour où Hachem nous a pris pour peuple et c'est un jour qui doit être joyeux. Ça doit être joyeux. Bien que c'est très, 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 comment dirais-je, tendu comme fête, puisqu'il y a le chametz, le karet, manger le chur, c'est une fête de mitzvot. Donc, les mitzvot, il y a une contrainte particulière. Les mitzvot sont contraignantes, mais il faut justement les vivre, non pas comme une contrainte, mais comme c'est comme quelqu'un, tu vois, doit faire un entraînement intensif pour être qualifié. Pour du foot, je sais pas, du tennis. Hein? Les Jeux Olympiques. C'est les Jeux Olympiques? 100 jours. 100 jours. Donc, tu vois, ils font toutes sortes d'entraînements, les sportifs de haut niveau, et ils sont contents. Pourtant, c'est un sacrifice au niveau de leur diététique, un sacrifice au niveau de leur loisir, c'est un sacrifice. C'est une contrainte. Mais ils le font avec joie parce qu'ils ont un espoir de ce que eux considèrent comme une sorte de Olam Haba. Mais là-bas, pas tout le monde y a Shluchelek Olam Haba. Il y en a un qui gagne. Alors nous, Kol Israël, chaque juif qui, selon ses forces, se bat pour se soumettre à la volonté divine, non pas comme une punition, mais comme étant un privilège, alors celui qui le fait parce qu'il a peur de la mort, alors peut-être qu'il en a là-bas, mais il n'a pas tellement de la masée, le pauvre. Mais celui qui comprend que c'est la vérité qu'on nous a dévoilée, ça nous permet d'équilibrer notre vie au jour le jour. Alors, je le gamon la masée, mais gamon la maba. Donc, Pessar, c'est vrai que c'est très contraignant. Mais celui qui a compris c'est quoi la Torah et les mitzvot, malgré la contrainte, il se réjouit. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? C'est une épreuve de contrainte, tu vois. Tu peux entendre des gens dire ah, Pessar, c'est dur, ah, Pessar, nana, oh là là, et puis c'est long, et puis manger, truc, c'est compliqué, les matzot, ça casse les dents. Il y a des gens qui vont vivre ça comme une contrainte, parce que c'est vrai que c'est une contrainte. Mais tout notre travail, c'est de finir, c'est de faire un repas qui a demandé tellement d'efforts, tellement de sacrifices, etc. Un repas qui est pris par le Hallel. Et on commence par le Hallel, on finit par le Hallel. On doit vivre les contraintes comme un privilège. Là, c'est comme il y a des gens, des jeunes, des fois, ils quittent le giron de la Torah et des mitzvot, le Hallénou, et puis, alors, ils sont contents. Ils n'ont plus besoin de faire Shabbat, ils peuvent manger où ils veulent, ont des bêtises avec des filles, ouais. Ils n'ont plus de contraintes. Donc, ils ont du kiff, mais ils n'ont pas de simcha. Parce qu'ils n'ont pas de satisfaction. Il y a pas de- Pour avoir de satisfaction, il faut avoir un effort. Donc, la plupart qui ont été élevés dans la vraie Torah, ils reviennent. Parce qu'après avoir goûté au kiff éphémère, ils ont vu que tout ce kiff-là est absent de simcha. Alors, quand ils faisaient un effort pour étudier Agmara, ils faisaient un effort pour se lever pour la tefila, même si c'était dur, mais à la fin, ils étaient contents, ils avaient l'impression j'ai fait quelque chose de bien. J'ai fait quelque chose de bien. Donc, il y en a qui arrivent à comprendre que la Torah, c'est un privilège après être sorti de la Torah. Ce qu'on souhaite à personne. Mais en tout cas, hein,
Sopho shel davar, le plus grand témoignage que la Torah est un privilège, c'est de tous ces milliers de jeunes qui sortent des yeshivot, qui font n'importe quoi, mais qui finalement reviennent. Parce qu'ils ont compris que tous les plaisirs que proposait le monde occidental aujourd'hui n'est rien par rapport aux satisfactions qu'ils avaient dans les efforts qu'ils faisaient dans les mitzvot. C'est la plus grande preuve de la véracité de la Torah. Tous ces jeunes qui reviennent, c'est incroyable. Les gens qui étaient chiloni, qui font tchouva, dire bon, il s'ennuyait, il avait une recherche de spiritualité, machin, il a tout goûté, on peut tout expliquer. Mais quelqu'un qui a quitté le giron de Torah et mitzvot à cause des contraintes et qui est revenu malgré les contraintes, ça veut dire qu'il a compris que ces contraintes-là étaient un privilège. Vous comprenez la preuve ou pas? Non, David? Marco? Mais pour qu'ils reviennent, eh ben, il faut libérer les contraintes. C'est-à-dire, si tu es toujours derrière lui à lui dire ah, mais non, il faut se lever pour être là, machin, c'est assourd, waouh, est-ce que tu as dans ton sac du Hametz, machin. Si tu es sans arrêt en train de fla- le flageoler, le fouetter, le laminer par contrainte qu'il ne veut pas actuellement, il ne reviendra pas. Il n'aura pas le temps de réfléchir que ces contraintes, c'est un privilège. Il faut le laisser tranquille, il fait ce qu'il veut. Il mange du cochon, il mange du cochon. Echad Shabbat, mais le Shabbat, il est à nous de toute façon. Il n'a plus de sechel. C'est pas grave, il ne fait pas d'avera. C'est plus fort que lui. Il reviendra lui-même à la Torah parce que la Torah, elle est vraie. Et donc, nous, Baruch Hashem, qui ne sommes pas sortir du giron, ouais, nous qui faisons Pessah, malgré tout, par le Yetzera, c'est dur, machin, truc, t'as ça. Il faut boire, il faut t'accouder, il faut mettre ça, maintenant, fatigué, c'est long. Celui qui vit comme ça, Pessah, malheureusement, il a raté son Pessah. Malheureusement, on lui souhaite un bon Pessah l'année d'après. Et c'est ce qui est écrit sur Arba Banim, Arba Banim Divra Torah. Aracha Omer, Ma avoda azot lachem. Il voit ça comme une avoda. Eved. Le Chacham, il dit à Edot, à Chukim, à Mishpatim, il s'intéresse à toute la richesse d'enseignement. Il y a Edot, il y a Chukim, à Mishpatim. Il s'intéresse, il voit que la Torah, elle est riche. Le Racha, il voit, il n'y a que Avoda. Avoda, Avoda. Avoda. Son problème, c'est de voir le. C'est vrai que dans la Torah, il y a une Avoda. C'est vrai que la Torah nous subordonne. C'est vrai. Mais si on continue à la voir, après tant d'années, comme une contrainte, comme un fardeau, alors quelque part, le rachat qui est en nous, il est encore là. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? Donc c'est une soirée où on doit justement dépasser le sentiment normal de quelqu'un de bestial. Quelqu'un de bestial, il aime se reposer, il aime kiffer, il aime qu'on le laisse tranquille. Donc ça le dérange, tout ce qu'il a dû préparer pour Pessah. Ça le dérange, toutes les contraintes qu'on lui fait ce soir-là. Quelqu'un de bestial, il est dérangé. Ça le saoule. Donc, si maintenant, durant la soirée de Pessah, durant les préparatifs, il y a une simcha, il y a une joie, il y a un privilège, c'est une preuve qu'on n'est plus bestial. C'est une preuve qu'on est véritablement les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Il ne s'est pas trompé quand il nous a choisis, nos ancêtres. C'est clair cette notion, David, ou pas? Ça, c'est l'idée qui doit sortir. Ça, c'est ce qu'on doit. Ça, c'est l'idée qu'on doit retenir de toute la Gada de Pessah, de toute la fête de Pessah. Vous comprenez ou pas? Comment? Et c'est cette idée-là qu'on doit transmettre durant cette soirée-là. Et c'est dommage si les enfants se plaignent ou les invités, c'est long, c'est trucs, c'est machin, etc. Il ne faut pas dire ah, c'est toi le rachat. Alors, si tu as des gens ou des enfants qui ne veulent pas suivre tout le programme, quoi, tu été confronté comme ça à une accélération intempestive de pression familiale inopérée? Ouais, t'as l'impression de faire un feu.
Pourquoi pas plus? Pourquoi t'accélères pas plus? Quoi? C'est un peu, ouais. Je trouve que ça. Monsieur et Madame Seller ont un fils. Comment il s'appelle? Alex. Jacques. Jacques. C'est bien. Non. Alex, c'était Monsieur et Madame Terrier ont deux fils. Ah oui, Alain et Alex. Voilà, Razak. Hein? Ah, Alex Seller. Bof, non, bof. Tu peux repartir d'où tu viens, hein? Alex Seller. Bon, faut le dire. C'est vrai que tu parles un peu vite. Pour toi, ça passe. Hein. Toi, tu parles Bechipazon. Tout est Bechipazon. T'es une excroissance de Matzah, Julien. Ouais? Ah, bon, Hachem. C'est important cette idée, David. Tu la connaissais, cette idée. Je mange pas avec la belle famille parce que justement, non, non, j'aime pas quand ça dure trop longtemps. Famille, c'est pas ça. Oui, Mais c'est des Turcs, c'est normal. non, non, c'est, oui, non, c'est même pas, c'est des Algériens. Les Algériens turcs. Ah, c'est du côté de mon beau-frère. Enfin, La belle famille, c'est du côté de ton beau-frère. c'est la sœur de ma femme. Marié avec qui? La sœur de ma femme. T'es marié avec la sœur de ta femme? Donc, du coup, c'est ta belle famille. Ah oui, ça va très loin. Moi, j'appelle ça les autres. Ouais? Oui. On va faire cette année Pessar avec les autres. Ils aiment pas quand c'est long, donc cool, on fait chacun de son côté. Ah, très bien. Toi, tes enfants, ils aiment bien quand c'est long. J'adore ça. Et toi, long, ils aiment bien quand tes enfants, quand c'est long? Ah, et dès que ça commence, ils dorment? Comme leur père devant moi. Ouais? C'est la chose, des fois. C'est du challenge. La chose? C'est l'air. Alors, justement, si on est confronté à la chose ou aux autres, ouais, alors, Évidemment. non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Comme je prends très cher en tant que conseiller conjugal, il ne faut absolument pas que je détruise le mal dans l'œuf. Mais écoute-moi, Aurel, donc ce qu'il faut savoir, on doit accélérer pour des raisons X, Y, Z. Des fois, on doit accélérer stam, car, parce qu'on est face à un public, ça ne les intéresse pas du tout. On est devant un public, ouais, de pas rachat, pas de haineux des Alichol, mais tam. Non, ça s'intéresse pas, quoi. Le tam, il s'intéresse. C'est pas qu'il est bête. Tu vois, dans les Haggadot, ils te mettent les tames avec des yeux comme ça de merlan frit complètement abrutis. Ouais. C'est pas qu'il est bête. Ça t'intéresse pas. Ah, en foot, il adore ça. En bouffe, il adore ça. La bourse, ça le. C'est l'art, je sais pas quoi. La Torah, ouais. Ça n'intéresse pas, quoi. Donc il reste stable, il reste simple avec la Torah. Donc tu fais une question, ouais, bon, la réponse, bon, on aurait pu dire comme ça, autrement. Il n'est pas assoiffé. Il y a des gens, tu vois, tu leur poses une question, ils n'ont pas la réponse, ils sont pas bien. Ça, c'est le chacham. Le tabou, il y a tellement de questions, une de plus, une de moins. La réponse, ouais, il y a tellement de réponses, celle-là ou une autre. Et je te לא מעניין כל כך. לא מעניין, זה לא מעניין אותו. לא מעניין אותו. Ouais. Donc, quand on est face à un public de tam, ouais, alors, faut pas les frapper, on ne frappe que sur le tam-tam, ouais. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il faut savoir c'est quoi l'essentiel. Il faut accélérer à mort sur l'introduction et être plus, pas lent, mais être plus enthousiaste. Des fois, l'enthousiasme, ça, ouais, l'oreille, elle est attirée par l'enthousiasme. Des fois, tu entends des rabbinim très intéressants, mais qui lui parlent de manière très monotone. Alors, du coup, ce qu'ils disent, c'est plus intéressant. Mais s'ils sont enthousiastes, même si c'est bateau ce qu'ils disent, ouais, ça passe. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Donc, il y a un moment où on va lire de manière monotone pour faire passer la pilule, d'accord? Et alors, je vous ai dit, essentiellement, là où commence la Haggadah, c'est Tsé ou le Mad. Tout ce qu'on a dit avant, c'est une sorte d'introduction qui, on rapporte un certain nombre d'enseignements des Srachamim. Ce qui est écrit avant Tsé ou le Mad, c'est pas écrit dans la Mishnah à la Gemara. C'est le Bal Haggadah qui a ajouté. Dans la Gemara, il y a juste marqué Matrilim et
Begnout, Mesayim Beshvar, ouais. Donc, c'est pour ça qu'on dit Avadim Aïnou, Hachem Otziotanu, la première phrase, ouais. Ou bien Mitrila Tovde Avodazara Yu Avotenu, Hachem Otziotanu. Donc, ces deux phrases-là, hein, ça s'écrit dans la Gemara. Avadim Aïnou ou Mitrila Tovde Avodazara. Tout le reste, c'est des rajouts, bien entendu, ancestraux, qu'il faut respecter. Mais sur lesquels on n'a pas tellement besoin de s'attarder, puisque ça vient nous expliquer la raison pour laquelle il faut accomplir la Gada de Pessah. À quelle date? Oui, est-ce que c'est depuis Rosh Chodesh? Est-ce que c'est la veille? À quelle date? Ouais. De quelle manière? Adapte-toi à l'enfant. Qui? Même les plus rachamim. À quel moment? Quand tu as Pessar Matzomahor devant toi? Donc c'est plus les halachot. Comment accomplir la mitzvah de raconter la sortie d'Égypte? Et tu as vu même les chachamim, la preuve Rabbi Eliezer ben Azaria, Rabbi Akiva, truc. Donc on rapporte des preuves sur chaque affirmation des halachot. Mais on n'est pas en train de raconter la sortie d'Égypte pour l'instant. On n'est pas en train de raconter, on est en train d'expliquer pourquoi, quand, qui, combien c'est important. On n'a pas encore commencé la mitzvah. C'est Oulmad, on commence. C'est Oulmad. C'est donc, on raconte la sortie d'Égypte. Et là, il y a une question. On raconte la sortie d'Égypte, on pourrait la raconter de différentes manières. Tu as tout le Sefer Shemot, tu as plein de psukim dans Sefer Shemot, on aurait pu lire les psukim dans Sefer Shemot. Pourquoi les chachamim, ça c'est écrit dans la Mishnah, Urshim be Parashat Bikurim. Donc les chachamim dans la Mishnah nous enseignent que comment il faut raconter la sortie d'Égypte par la Parashat Bikurim. Pourquoi on ne lit pas tout simplement, ouais, euh, euh, tu vois, des parties du Chumash, qui nous relatent l'événement lui-même. Parce que tu es d'accord que la Parashat Bikurim, elle est très très condensée. Je vais vous la lire. Il n'y a rien écrit dans Parashat Bikurim. Il y a 4 psukim. Il y en a 5 en vérité, mais nous on en lit 4. Il y a marqué, donc, premier pasouk, ça vient déterminer le début de la galoute. Ouais, Arami, Oved, Avi, il suivi Yaakov, il est descendu en Égypte, Gorsham, Vimtemeat, ils n'étaient pas nombreux, et Hachem a fait de lui un grand peuple. Donc c'est le début de l'exil. Ouais, on est descendu en Égypte, c'est le début. Et que même au début de l'exil, Hachem était là-bas. On a pu croire qu'on est parti en galoute. Pourquoi? Parce qu'on est descendu pas nombreux, on est devenu un grand peuple. D'accord? Et après, deuxième pasouk, Vayare'u otanu, Amitzrim, Vaya'anunu, Vaitnu alenu abodakasha. Les Égyptiens, donc, ils nous ont fait du mal, ils nous ont fait souffrir, ils ont donné sur nous un travail dur. Deuxième pasouk, c'est la description, ouais, des souffrances endurées en Égypte. Troisième pasouk, c'est notre réaction. Vanitsa kel Hashem Eloke avotenu vaishma Hashem et kolenu. Donc on a crié vers Hashem et Hashem a écouté notre voix. Il a vu notre souffrance, ouais, et notre contrainte, ouais. Et dernier passou qu'il intervient. Ouais, c'est nous Hashem Mitzrayim beatrazaka, Zranetuya, Vemoragadol, Vatoto Oftim. Ouais, il nous a fait sortir avec une main forte, un bras étendu, un grand dévoilement, des signes et des prodiges. Non, Léon, tout important. Voilà. Donc ça, c'est sur ces 4 versets que nous allons accomplir la mitzvah de l'Essaper Beitziat Misraim. Uniquement sur ces 4 versets. Uniquement. C'est uniquement ces 4 versets qui vont nous permettre d'accomplir la mitzvah de la Torah de l'Essaper Beitziat Misraim Beota Laila. C'est pour ça que nous rapportons sur ces 4 versets le Midrash sur place, puisque dans Parashat Kitavo, dans le Sefer Dvarim, il y a un Midrash qui s'appelle le Sifri, et le Sifri vient expliquer tout le Sefer Dvarim. Donc on a recopié le Sifri. Ouais, tu vois, sur Bereshit, il y a Bereshit Rabbah, sur Shemot, il y a Shemot Rabbah, ouais, et sur Shemot, il y a aussi le Mechil Tahar. Sur le Bamidbar, c'est plus ilchatique. Le Bamidbar, il y a le Safra, et sur le Dvarim, il y a Sifri. C'est donc des commentateurs de la loi orale, donc c'est des commentaires ancestraux, ouais, qu'on a recopiés, tout simplement. Tout simplement recopiés.
Le problème, c'est comme vous savez, on a étudié ensemble beaucoup de Gmarot qui font des Haggadot, c'est assez, comment dirais-je, les enseignements des sages, c'est toujours, c'est pas très explicite, quoi. Et on voit pas c'est quoi la question, on voit pas c'est quoi la réponse. Donc nous, quand on lit la Haggadah de Pessah comme ça, en rapportant le Sifri sans trop avoir étudié, bon, ça a l'air complètement décousu, quoi. Ça a l'air complètement décousu, donc c'est sûr que ça demande un véritable ioun. Donc il y a un travail d'analyse réelle du Sifri par rapport au verset, mais après, il ne faut pas oublier de dire un message. Moi, j'ai écouté des cours d'intellectuels, de rabbins intellectuels qui m'énervent, et à chaque fois, ils ont fait tout un travail. Oui, on a rapporté ce passou parce que machin, truc, tout ça. C'est dans l'ordre, c'est dans le désordre, c'est le mot, étymologie, grammatical et tout. Mais du message, d'une heure et demie, il n'y a aucun message. C'est-à-dire, tu n'as rien retiré de la notion de la sortie d'Égypte. Tu n'en as rien retiré. Tu as fait un travail intellectuel. Donc, il faut éviter, si vous avez des Haggadot, si vous avez prévu de dire des Pirushim ce soir-là, essayez de dire des Pirushim techniques. Il faut essayer de voir est-ce que maintenant il y a un message. Et je vous dis, le message essentiel qu'il faut essayer de transmettre, hein, c'est que Hachem, bien sûr, c'est les Mouna dans Hachem, mais ce n'est pas uniquement les Mouna Hachem, c'est le privilège d'être devenu le peuple d'Akadosh Baruch Hu. Le privilège. On est saméar de ça. Ouais, c'est une chance. Il est tout le temps avec nous. Même quand on est descendu en exil, on n'était pas nombreux. Il a fait de nous un grand peuple. Ouais. On a beaucoup souffert. Il faut expliquer que même quand on a beaucoup souffert, c'était pour notre intérêt qu'Hachem nous a fait souffrir. Et quand on a crié à son aide, il est venu. Et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu notre souffrance. Il était sensible à notre souffrance. Et quand il est venu sortir, il est sorti d'une certaine manière pour nous apprendre quoi? Cette Yetsia, elle vient nous apprendre quoi? La manière comment il est intervenu pour nous apprendre quoi? Chaque fois, vous cherchez à tirer un message pour nous apprendre quoi? Pour qu'on intériorise quoi? Il y a une grande question des Acharonim. Arrête, nous avons appris dans la Mishnah de Brachot, ouais, Kol Ayamim, Yamim, tous les jours, il faut se rappeler la sortie d'Égypte, Kol Ayamim, même le soir. Cette Mishnah de Daf Yudbet, elle est rapportée dans la Masechet Brachot que nous avons étudiée. On a même fait 27 pages d'explication de cette Mishnah. Maintenant, le problème, il est, si tu as une mitzvah de te rappeler de la sortie d'Égypte d'Oraïta, le jour et la nuit, on a eu d'après tout le monde c'est d'Oraïta, sauf le Ra. Tu te rappelles, Julien, le Ra, il a été Mechadesh que le soir, c'est des Rabbanan. Ridouche Hatsoum. Tu te rappelles ou pas ce truc-là? Le Ra, il a dit que c'était des Rabbanan le soir. Mais d'après, comment dirais-je, la Pashtout de la Gemara, de la Dracha, et donc tous les Rishonim, tous les Poskim, le jour et la nuit, c'est d'Oraïta. Donc si tu as une mitzvah de te rappeler la sortie d'Égypte la nuit, c'est quoi la mitzvah de se rappeler la sortie d'Égypte au Pessah? De toute façon, j'ai un devoir tous les jours de l'année. C'est quoi la différence ce soir de Pessah? De toute façon, j'ai un devoir tous les jours de l'année. Aurel, je peux te confisquer la chose ou pas? Ça t'intéresse pas ce qu'on est en train de dire? Non, t'es là pour l'instant, jusqu'à là, le privilège d'être le peuple d'Hachem. Je vous ai perdu quand vous avez dit Hachem, il était là, et là même quand on souffre, c'est compliqué de De dire ça ou de le comprendre? comprendre. De le dire, c'est pas compliqué. C'est la base du judaïsme. Ouais. Maintenant, de le comprendre, c'est pas compliqué, parce que Hachem est had. De le ressentir, c'est compliqué. C'est ni compliqué de le dire, ouais, ni de le comprendre, philosophiquement, mais de le ressentir, c'est plus compliqué, et c'est pour ça que tu vas vivre 120 ans. C'est toute l'histoire de notre vie. De comprendre que dans tous les événements de la vie, c'est pour le bien. Ils disent la Shoah, tout ça, tout le monde dit ça. C'est pas tout le monde qui dit, c'est la Torah qui dit. Elle est écrite dans la Torah, la Shoah. C'est pas une invention, la Shoah. Ouais, mais tout le monde Le destruction des c'est pas une invention. C'est prévu par la Torah. Que les mères mangent leurs enfants et qu'on connaisse des souffrances atroces, c'est écrit dans la Torah. C'est pas une invention des rabbins. C'est dans Parashat Kitavo, dans Parashat Bechukotai. C'est prévu qu'on connaisse des souffrances qu'aucun peuple ne connaîtront jamais. C'est prévu, c'est écrit par la Torah. Hein? Comment? Voilà. Ouais, moi aussi, je mange beaucoup de sardines là, pendant la période de Pessah. En tout cas, On te dit. c'est pas le sujet Aurel, mais tu peux m'appeler, je Il t'expliquerai. était où Hachem à ce moment-là? Est-ce qu'on doit leur répondre? Et t'étais où, toi, avant ce moment-là, avec Hachem? C'est-à-dire, le problème, c'est comme ça. Le mec comment dirais-je,
il mange de manière pas bon pour la santé, il se drogue, il roule en état d'ébriété, etc. Il a un accident, il dit t'es où Hachem? Hachem nous a donné un mode d'emploi pour vivre de manière saine et se construire. D'accord? Et on a choisi maintenant de lui donner le dos. Alors, on a vu hier avec le Maharal qu'il y a deux modes avec les de Baruch. Où on est inclus en lui et on bénéficie de sa bénédiction, où on s'exclut de lui et le Ham Israël ne peut pas exister sans Dieu. Parce qu'il a été mis au monde par Dieu et il n'est perpétué que par Dieu. Donc quand on s'éloigne d'Hachem, c'est comme quand tu coupes une fleur, elle se fane. On est comme une fleur. Hachem, c'est notre terre. Donc quand on s'éloigne d'Hachem, c'est comme ah, j'ai pas de Wi-Fi. Pourquoi tu t'es mis dans un bunker? Elle est où la Wi-Fi? C'est la même question. Elle est où la Wi-Fi? Quand tu t'es mis dans un bunker, il n'y a plus de Wi-Fi. Quand tu t'éloignes d'Hachem, il n'est plus là. C'est toi qui t'es éloigné. Et Bémet, on n'a pas connu une période d'assimilation aussi tragique qu'avant la Shoah. On n'a pas connu dans l'histoire d'Israël. Peut-être à l'époque de Hanouka, mais ils ont beaucoup aussi souffert. Mais depuis les derniers siècles, une telle période d'assimilation qui est presque plus de Bachurim dans les Shivot, que même dans le monde Sfarad, il y avait l'Alliance qui avait fait un travail énorme d'assimilation, ouais, qu'on n'a pas connu une telle période d'assimilation. Bialik qui était un anti-Torah, il a étudié à la Yeshiva de Vologine. Il était Mechalel Shabbat dans la Yeshiva de Vologine. Pour comprendre un peu le niveau de l'époque. Donc quand on s'éloigne d'Hachem, Malassot. Et maintenant, je ne veux pas dire que ceux qui sont morts, ils sont contents de ça, mais en tout cas, le Ham Israël a connu une véritable résurrection après la Shoah. Et nationale et spirituelle. Que le Ham Israël a compris que les Goïms, ce n'est pas nos copains. Là, on l'a bien compris. Il y a encore les gauchos qui sont minoritaires, qui voient dans les Goïms, ouais, un message, un idéal, une protection, etc. Mais nous, la Shoah nous a bien formés. Moi, j'ai fait tchouva grâce à la Shoah. Quand j'étudiais beaucoup d'histoire, j'ai vu la Shoah. Les Goïms, c'est des pourris. Ni les Américains, ni les Anglais, ni les Français, personne ne nous a aidés. On ne pourra jamais rien attendre d'eux. Donc, je suis renforcé dans mon identité juive grâce à la Shoah. Je n'ai pas dit que ceux qui ont souffert, ça valait la peine. On n'est pas là à expliquer ceux qui ont souffert. On est là à expliquer que dans l'explication de l'histoire du Ham Israël, le Ham Israël a profité de la Shoah. C'est terrible à dire, mais au niveau historique, on voit qu'il a profité. Et au niveau national, au niveau spirituel. Et au niveau identitaire. C'est pas shoot, on a amputé un membre qui était gangréné. C'est sûr qu'il y a des tzadikim qui sont morts quand il y a une Xéraklalite. Il y a même des tzadikim qui tombent. Ouais, c'est Yadoua. Revenons à notre sujet. Il est très bien ce Rav Ben Porat. J'ai déjà écouté, il est chacham. Il est bien ce Rav. J'ai déjà écouté. Ouais, il est très fort en histoire. El Hanan Ben Porat, je crois. Yosef Ben Porat, pardon. Bah, écoute, il est très bien ce Rav Ben Porat. J'ai écouté plusieurs fois. Il est calme, il est clair, il est intelligent, très pédagogue. Il explique bien les choses. Je sais pas quelle question j'ai écouté, mais j'ai dit Maman, ou Mahanian. Deber la Hainian. Merci Julien de ton intervention. Donc, Bekitsour, justement, la notion qu'a parlé Aurel, elle est importante dans la Gala de Pessah, parce que beaucoup de commentateurs expliquent que c'est ça le maror. Pourquoi on mange du maror aujourd'hui? Alors, on devrait, le soir de notre joie, de notre libération, on met ça de côté. Non, justement, le maror participe à la joie. Parce que même dans la souffrance, même durant l'esclavage, c'était pour notre intérêt. Hachem nous a plongé dans de telles souffrances dans notre intérêt. Ce que les Chachamim nous expliquent que l'Égypte, c'était cour à Barzel. C'est comme un creuset de fer qui est venu maintenant purifier les impuretés de l'or. C'est ce qu'on avait expliqué, tu te rappelles, on avait expliqué Yatsu Berechouch Gadol. Tu te rappelles cette notion-là, Julien? On l'a fait dans la Gemara. Yatsu Berechouch Gadol, c'est quoi Yatsu Berechouch Gadol? On voit que c'est très important pour Akjoukou qui sorte Berechouch Gadol. Il l'a dit à Avram Avinu. Au moment où il va leur annoncer, il annonce à Avram Avinu qu'il y aura la galoute, machin, ils vont sortir avec plein de biens. Qu'est-ce qu'il s'en fout, Avram Avinu? Il s'en fout. Pourquoi c'est important cette notion-là? Quand maintenant Moshe va parler au Bnei Israël, avant la Makat Bechot, n'oubliez pas de prendre les richesses, etc.
Pourquoi c'est quand Hachem il s'adresse à Moshe Rabbeinu Sné, il dit ils vont sortir Rouge Gadol. Pourquoi cette notion elle est tellement récurrente? On s'en fout, on a tellement souffert. Tu dis à un mec qui sort de Schwitz, je vais donner un chèque de 50 000 $. Qu'est-ce qu'il s'en fout, Birklal? En quoi c'est important? Ah, ils expliquent les Mefarshim, Rouge Gadol, c'est pas uniquement matériel, c'est aussi spirituel. Ils sont sortis avec des acquisitions. En ivrite, il y a une expression comme ça, je ne sais pas si vous la connaissez, Mechouchalim. Vous ne connaissez pas cette expression de Mechouchal? Quelqu'un, il a dû vivre des épreuves assez difficiles, alors ça l'a renforcé. Il est Mechouchal. Ouais. Alors, il y a plein d'explications de la nécessité des souffrances en Égypte. Plein d'explications. Déjà, ça nous a appris, ça nous a renforcé dans l'esprit de famille. Parce que n'oubliez pas qu'avant de descendre en Égypte, il y avait la guerre entre la famille de Rachel et Léa. Il y avait cette tension. Cette tension que Yosef avait essayé de réparer, il n'a pas réussi à la réparer vraiment. Parce que quand il est mort, Yaakov, ils ont eu peur. Ils ne sentaient pas vraiment les frères d'un même père. Ils sentaient les frères d'une même mère. Mais il n'y avait pas la notion de frères d'un même père avant la galoute. Et comme vous savez, et comme nous l'avons vécu, quand il y a des souffrances, la fraternité ressurgit de ses cendres, comme on a vu avec le 7 octobre. Donc les souffrances, ça fait de nous un peuple. Et s'il n'y avait pas eu la galoute, on serait resté en Eretz Kenaan, il y aurait eu des gens anciennement descendants de Yehuda, des gens anciennement descendants de Yosef, mais rien à voir. Ça n'aurait pas été un seul peuple. Pour qu'il y ait un seul peuple, c'est que dans, comment dirais-je, les difficultés de la galoute que cela a pu être réalisable. Mais également, ça nous a amené à voir la méchanceté des goïms, chose qu'on n'aurait jamais dû oublier malheureusement. On l'a oublié en Allemagne, on l'a oublié en France. On l'oublie aux États-Unis, que les goïms sont méchants, ils ne cherchent que leur intérêt. Et si l'alliance avec nos ennemis est plus avantageuse pour eux, ils peuvent la faire d'un jour à l'autre. D'un jour à l'autre, ils peuvent changer leurs alliances. Les gens, ils sont rassurés, on a les Américains, machin, truc. Si maintenant, c'est pour eux, ils ont peur des Chinois, de je sais pas quoi, etc., ils peuvent du jour à l'autre nous abandonner. Du jour à l'autre. Il n'y a qu'un jour dans lequel on peut placer notre confiance. Donc on a vu les Égyptiens qui, pourtant, ils auraient dû être redevables envers nous. Toute leur richesse, elle provient de Yosef. Plus ils auraient dû être redevables, et plus ils nous ont fait souffrir. Ne crois pas parce que tu vas faire du bien à une nation qu'elle va s'en rappeler et qu'elle va te protéger et qu'elle va toujours être derrière toi. Ne fais pas confiance. Donc on a pris plein de choses dans cette souffrance-là. Je ne vais pas faire toute la liste, mais elle est longue. Donc c'est positif. Des fois, on a besoin de souffrir pour comprendre, de ne pas se rapprocher d'une zone radioactive. Donc on a ici le Sippo Itzat Mitzrayim qui va être clôturé. Alors on rajoute un peu dans les Midrashim. Alors après, on a dit, on reprend les psukim, le dernier passou pour expliquer les 10 makot. C'est pas écrit en Mishnah, mais nous on rajoute un peu parce que Kol Amarbé, mais Itzat Mitzrayim Arezé Meshubar. Donc on dit, tu vois, Davar Acher, Beat Razaka Ashtaim, Bezron et toi Ashtaim, voilà, ça fait Elou et Ser Makot. Donc on évoque les 10 makot grâce à cette dracha-là, ce qui a permis au Agadot de faire tout plein de dessins. Mais c'est secondaire. Les 10 makot dans la Gada de Pessah, c'est secondaire. C'est pas dans la Mishnah, c'est pas dans la Gemara. C'est une dracha qui a été rajoutée par le Baal Haggadah. D'accord? Mais sinon, La sortie d'Égypte, et sur les 10 Makot. c'est secondaire. Ah ouais, j'aurais pas vu la C'est Haggadah. écrit ni dans la Mishnah, ni dans la Gemara. J'aurais vu la Haggadah sans les 10 Makot. Ouais. D'ailleurs, je la vois sur les 10 makot. Je les bats. Les bats. Merci le vin et tout, le vin. Ah. Non, mais même pas. Sans les 10 Makot, on sort pas d'Égypte, quoi. C'est ça, tu vois. Ah ouais, il suffit une makat, ça suffit pas, une maca? Ouais, une Makot, même. Ah, très bien. Ah, pourquoi 10 makot? On est obligé de laisser un des éléments de la sortie d'Égypte. Sans ça, il n'y a pas. Ça fait partie de l'histoire. À moins qu'on comprenne, à moins qu'il faudrait comprendre pourquoi il faut parler de la sortie d'Égypte ce soir-là. Peut-être qu'il faudrait comprendre pourquoi on parle de la sortie d'Égypte ce soir-là. Si l'enjeu de raconter la sortie d'Égypte, c'est pour se renforcer en Emouna, alors je comprends ce que tu dis. Si l'enjeu de la sortie d'Égypte, c'est pour commencer à croire en Dieu, que Dieu il est fort, parce qu'il manifeste sa puissance sur les éléments tels que l'eau, le feu, les animaux, le malach hamavet, la nuit, le jour, le machin. Si c'est une soirée pour comment dirais-je, développer la Emouna dans Akadosh Baruch Hu et son omnipotence et qui maîtrise tout, etc., à son beau vouloir. Alors, je suis d'accord avec toi, on a un devoir, un saint devoir, non seulement de rapporter les 10 makot,
et de les expliquer dans le détail. Et du fait qu'on voit que c'est écrit ni dans la Gemara, ni dans la Mishnah, le Dimakot, donc je dis que le fait de renforcer notre confiance dans la toute-puissance divine, bien que c'est important, mais ça ne peut pas être fondamental dans la Gada de Pessah, sinon on aurait dû imposer les Dimakot. Vous me suivez ou pas? Sinon on aurait dû imposer les Dimakot. Donc quand maintenant on doit se rappeler tous les jours de la sortie d'Égypte, Marco, par le Kriyat Shema, le but c'est quoi? C'est pour se renforcer dans la Emouna. Quand on doit se rappeler tous les jours de la sortie d'Égypte, par dans le Kriyat Shema, par Parashat Tzitzit, c'est pour se renforcer dans la Emouna. Marco, perdu. Léon, non c'est pas grave, je demande à son ombre. Ouais. Aurel, c'est pour se renforcer la Emouna que tu fais la Parashat Tzitzit? Bon, il ne reste plus que Julien. C'est terrible, c'est comme ça. Ouais. Est-ce que c'est par rapport au miracle ou à l'assujettissement? Parce que c'est là pour. Pour être notre assujettissement au chien. Donc on a vu le Rashba dans les Chidushim, mais il s'adressait à un chrétien. Donc on a dit, est-ce que Bémet, il a dit le pshat ou c'était pour lui casser les dents? On avait un safek sur le Rashba. Pourquoi on avait un safek sur le Rashba? Parce que quand tu lis la parashat Tzitzit, on ne parle pas du tout de miracle. Si le but c'est de parler du miracle, mais moi une autre parasha, pourquoi parashat Tzitzit? Tzitzit, c'est le vêtement de l'esclave où il y a un signe qu'il appartient à Kadosh Baruch Hu. Ouais. Le but de la mitzvah Tzitzit, c'est ne pas oublier que Akjourou, il est au-dessus de moi. Je suis tout petit. Il y a la mer, le ciel, le Kisei Kavod. Ouais. Et je suis assujetti. Donc, c'est ça qu'on vient parler maintenant des mitzvot, de l'accomplissement des mitzvot dans Parashat Tzitzit, de protéger les yeux, protéger ses marchavot. Et on termine Ani Hashem Elokechem, Hashem Otzeti Etrem Eretz Mitzrayim. Ouais. Ani Hashem Elokechem. Donc on dit je suis l'Éternel, votre Dieu. Ouais, qui vous a fait sortir d'Égypte pour être votre Dieu. Donc on voit que le but de la parashat Tzitzit, c'est de proclamer, de se rappeler que Hachem nous a pris pour peuple lorsqu'il nous a sortis d'Égypte, donc nous lui appartenons. C'est ça que ça a une place dans le Kriyat Shema. Le Kriyat Shema, c'est on vient d'exprimer que Hachem, il est tout et qu'on lui doit tout. On rappelle la sortie d'Égypte, qui est l'événement dans lequel on doit intérioriser qu'il est tout et que nous lui devons tout. Mais bon, Marco, t'as pas inspiré cette chemise vacancière. Est-ce que ça, sous le reste, c'est Hametz? C'est clair, Aurel, ou pas? Donc justement, le soir de Pessah, pourquoi on a besoin de faire la Gada? Arrête, on a la mitzvah de Tzitzit qu'on fait à Arvit, donc on est déjà quitte. La réponse, c'est que de savoir que nous appartenons à Kadosh Baruch Hu, on l'accomplit dans le Kriyat Shema. De savoir que nous appartenons à Kadosh Baruch Hu, on l'accomplit dans le Kriyat Shema. Que ça implique qu'on doit faire ces 613 mitzvot comme la Gematré des Tzitzit, on l'a dit dans le Kriyat Shema. Nous lui appartenons et nous devons faire ces mitzvot. Ça, on l'a dit dans le Kriyat Shema. Mais on n'a pas dit dans le Kriyat Shema que c'est un privilège et qu'il faut s'en réjouir. Ça, c'est la Gada de Pessah. Donc on ne peut pas s'acquitter par le Kriyat Shema. Ce Kriyat Shema, c'est pas rappeler qu'on appartient à Kadosh Baruch Hu et que nous lui sommes soumis et que nous lui sommes subordonnés et que c'est une contrainte et c'est comme ça, si t'es pas content, je te tue. Il faut ressortir de la Gada de Pessah, pas uniquement le fait que Hachem il est fort, pas uniquement que nous sommes écrasés devant lui, mais avant tout que nous avons le privilège d'être devenus son peuple. Dans les Dimakot, cette notion ne figure pas. Dans les Dimakot, cette notion ne figure pas du tout. Vous comprenez ou pas? Il y a Féméode. C'est pour ça que le 4e Passouk parle de Makat Bechorot. Votieti, ouais, il parle, je vous ai sorti, etc. Il parle de la Yetzia, il ne parle pas des Makot. Mais il y a une dracha qui est un remez des Makot. Shtaim, shtaim, shtaim. C'est un remez, le nombre de mots. Mais c'est pas de ça qu'il parle, parce qu'il y a un remez. Parce que c'est quoi, il y a un remez? C'est que même si dans Makat Bechorot, on a vu que Hayes alenu Hashem, ou Richem alenu, alors qu'on ne méritait pas.
Il nous a épargnés. Il nous a donné un acte symbolique parce qu'il nous aime. C'est comme un père maintenant. Il veut donner son héritage à son fils. Il dit, bon, si tu fais ça, ça et ça, des actes symboliques, je te donne l'héritage. Le fils est à côté de la plaque, mais il veut lui donner l'héritage. Mais fais au moins un petit truc. C'est ça qu'il a fait à Akjorou. Faites-moi quelque chose là, je veux vous sauver, je veux vous épargner. Même pas une égratignure, rien. C'est ça que Chaïs, le Kelou explique, Pessar c'est Chaïs. Chaïs c'est Chas nous. La notion de Chassa. Que même le Maroc, pourquoi on prend, c'est la notion que Aurèle a posé une question pertinente, le Maroc, etc. Pourquoi on prend Chassa? Parce qu'Hachem Chas nous. Même dans le Maroc, on doit voir qu'il a été Chas nous. Jeu de mots. Chassa. Alors qu'en français, on dit Hachem, les Juifs, ils les tuent. C'est pas bien, il ne faut pas prendre la laitue, il faut prendre la chassa. Donc, même quand on est descendu en Égypte, on n'est pas nombreux, il a fait de nous un peuple. On a souffert, mais il a écouté nos cris. Et il nous a sauvés, alors qu'on n'était pas méritants. Alors c'est vrai qu'on a pris sur nous de faire une avoda qui est Corban Pessah. C'est vrai qu'on est sorti d'Égypte pour aller se rendre au Mamad Arsinaï et pour continuer le programme. Mais on n'en parle pas du Mamad Arsinaï, on ne parle pas tellement du programme. Vous voyez, on ne parle pas tellement du programme. C'est une soirée de reconnaissance envers notre bienfaiteur éternel. C'est le Hallel, Alléluia. C'est une soirée de Shira. Le Rav Eigon demande, il y a écrit dans la Gemara que le Hallel, c'est que le jour. Les Mizrach Shemesh, ils sont d'orège de Psukim, c'est que le jour le Hallel. Comment on fait un Hallel le soir? Comment on fait un Hallel le soir? Deuxièmement, le Hallel, c'est écrit qu'il faut le faire debout et pas assis. Ah, c'est là que tu le fais assis, t'es pas quitte. Troisièmement, il y a écrit que le Hallel, il ne faut pas s'interrompre. On a étudié, il ne faut pas s'interrompre. Et là, tu t'interromps par le repas au milieu. C'est quoi ce Hallel qu'on fait? Il explique, le Rav Eigon dit non. Il y a une différence entre eux, comme on a vu, c'est intéressant. C'est bien que je vous en parle. Voilà, c'est le Hallel Mitzri qu'on fait. C'est le Hallel Mitzri. Pas que ça, on fait aussi Nishmat Kol Chai, on fait la totale. Ishtaba, on fait la totale. D'accord? Toutes les sortes de. Justement, on va expliquer c'est quoi la totale. Mais en tout cas, le Hallel qu'on fait. Nous, pourquoi on fait le Hallel à Pessar, au Chagim, etc. Pourquoi on fait le Hallel? C'est quoi la raison du Hallel, Marco? On fait à la synagogue, c'est quoi? On fait le Hallel. Globalement, c'est quoi le Hallel? Les fêtes, ouais. Par exemple, les fêtes. Glorifier Hachem, je le remercier de ce qu'il a fait pour moi. Brachot Yud Gimel. Bah, il y a fait meod. Le Hallel, c'est un pire soumanès. On vient maintenant, on est dans le Beth Amikdash, et on vient glorifier notre Dieu, ouais, en glorifiant à l'unisson notre Dieu, c'est on est Mefarsem, c'est notre Dieu qui nous délivre dans la détresse, il nous sort de la détresse, on est Mefarsem, ouais. Le fait qu'Hachem, il est toujours là et avec nous, on est Mefarsem, sa présence, même quand l'invisible, nous, on est en train de la crier, on est en train de la chanter. Le sort de Pessah, c'est pas un pire soumanès. Il dit le Rav Eigon, c'est pas un pire soumanès. C'est Shira, il dit. On chante. On chante. Pichoumanès, c'est un devoir. On a un devoir durant les fêtes de relier la fête au fait que Hachem, c'est lui qui est à l'origine de tout. On a un devoir. C'est un devoir, le Hallel. Donc c'est debout comme un serviteur. Il ne faut pas s'interrompre. On accomplit un devoir. Pendant la soirée de Pessah, c'est pas un devoir. C'est comme un. C'est une shira. C'est-à-dire, c'est quelque chose, c'est une conséquence d'une joie. Comme c'est pas. Alors nous, c'est devenu un devoir, ça appartient à la structure de la Gada. Mais ce n'est pas le devoir du Hallel. C'est une expression de joie. Une expression de comment dirais-je, du peuple de Dieu qui est heureux d'être le peuple de Dieu. On est Char el Hachem. C'est pour ça qu'on dit aussi Nishmat Kol Chai, toutes sortes de Shira. Nagid Shira, on dit vous verrez dans la Gada la notion de Shira, de Tishmarot, etc. C'est-à-dire c'est une conséquence de l'Aïd Bonenout. Normalement, quand on arrive dans la Shira, du Hallel et toutes les Shirot, on doit être pratiquement larmes aux yeux Hachem. On
C'est pour ça que c'est important de prendre du vin. Moi, à chaque fois, chaque année, on prend du vin, Baruch Hashem. Donc ça donne un certain esprit de légèreté. Et avec les enfants, quand on chante le Hallel, je sens véritablement sur le Hanana Kavod, Hachem, comme quoi il est bon, et nous aime, comme un Tov là, nous, et il fait tout pour nous aider, et même les épreuves, c'est pour notre bien, on doit se sentir mamache dans une émotion, c'est une shira, on chante. Une shira, c'est quelque chose qui est spontané. Alors même si ça a été institué, mais il faut garder sa spontanéité. C'est une institution spontanée, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Le plus important dans la shira, même si on doit l'accomplir, c'est l'émotion. Elle doit être portée par de l'émotion. Alors que quand on fait la tfila, le hallel, ouais, c'est avant tout maintenant notre devoir, ambassadeur de Dieu, qui proclame sa présence. C'est une proclamation. Là, c'est une émotion. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce qui veut dire le Rav Eigon, c'est important ce que je vous dis. C'est le moment d'émotion. Ouais. D'ailleurs, Rashi, il te dit, dans la Gemara Psachim, je pense, Daf Memvav, il dit Lechem Oni, la Gemara, elle dit au nom de Shmuel, Lechem Onim Alav Dvarim Arbe, un pain sur lequel il y a un jeu de mots de Shmuel qu'on dit un certain nombre de choses. C'est-à-dire quand maintenant on fait la Haggadah, il faut découvrir les matzot, elles soient découvertes. On dit sur la matzah des choses, donc la Haggadah, mais il dit Haggadah ve'alel. Pour Rashi, il explique que on doit dire le Hallel aussi sur la matzah. C'est-à-dire le Hallel, c'est pas un truc en plus. Oh, on essaie de remplir la soirée. C'est directement lié à la Gada. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? C'est directement lié au repas. Si c'est directement lié, pourquoi? Donc il faut faire un lien entre la Gada ou Hallel alors. Si la Gada, c'est pour oh là là, Hachem il est fort. Bon, le Hallel, on parle de sa relation privilégiée avec nous, on ne parle pas de sa force. On ne développe pas tellement sa force dans le Hallel, mais plus de sa relation privilégiée. Il faut ressentir à Pessah qu'on a la chance d'avoir une relation privilégiée avec deux jours. Le Hallel, c'est la Shira qui émane de l'étude qu'on a réalisée des quatre psukim de Parashat. C'est quoi Parashat Bikurim? On prend Parashat Bikurim. C'est un moment où le juif, il vient, il est en Eretz Israël, il a des fruits, ouais, et il va au Beth Amikdash, et il doit reconnaître comme quoi il a de la chance d'avoir reçu la terre d'Israël et vient d'Akadosh Baruch Hu, et que le peuple juif n'aurait pas pu exister. Et encore aujourd'hui, il n'existe que grâce à lui. C'est un moment de prise de conscience, de la chance, c'est un moment de joie. Tu arrives avec t'as vendu ta start-up, tu arrives avec comment dirais-je, tes fruits, ouais, c'est un moment joyeux. Enfin, Bikurim, il y a marqué, comme maintenant les gens, ils prenaient leur panier de fruits sur la route, tout le monde se prosternait, ils les accompagnaient, c'était des délégations chaque ville de Bikurim avec des musiciens derrière, ils allaient jusqu'à Jérusalem en chantant des télim sur toute la route, et les gens les accompagnaient comme on accompagne un Sefer Torah. C'est un grand moment de joie. Et il terminait ce grand moment de joie par les 5 psukim de Parashat Bikurim. Donc, tu comprends, c'est pas par hasard qu'on a choisi. C'est pas par hasard qu'on a choisi ces psukim-là. C'est la même atmosphère que l'agriculteur vivait lorsqu'il disait cette paracha. Nous aussi, on sent que on n'est pas porté par Baruch Hu, on est proche d'Akadosh Baruch Hu. On relie notre chant au Beth Amikdash. On voit que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est un moment où on vit le privilège. Quand tu amènes tes fruits, tu vis le privilège. Tu vis la bonté divine à ce moment-là. Vous comprenez ou pas? Pas le mec, il a Yom Kippour, il apporte un corban. Tu comprends ce que je veux dire? Pour pas crever. Les fruits de Bikurim, c'est un moment de privilège. Et c'est ce privilège-là, il est exprimé par ces psukim-là. Vous comprenez ce que ça veut dire ou pas? Vous comprenez ce que je veux dire? Cette Nekuda, elle est fondamentale. Donc le Hallel, c'est vraiment un moment. Tu vois, des fois, le Hallel, on est après le repas, on dit bon, il faut le finir et tout. Normalement, si on a bien reçu Aurel, si on a bien réussi la soirée de la Gala de Pessah, le Hallel, qu'est-ce qu'on chante? On chante à tue-tête, on est ému. Si on n'a pas cette émotion dans le Hallel, c'est qu'on a raté. Pas complètement. Je me dis qu'on n'est pas quitte, Razé Shalom. Mais on n'est pas arrivé au but. Pourquoi ils n'ont pas institué avant? Je comprends vraiment pas la question. J'ai compris, mais je comprends pas. Pourquoi avant c'est mieux? C'est un risque de s'endormir pour qu'on a mangé. Il n'y a pas de risque, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de risque. Qui c'est qui va s'endormir? Je comprends pas pourquoi on ferait mal parce qu'on va s'endormir ou est-ce qu'on va déraciner une takana de risque de s'endormir. Il n'y a aucune takana comme ça. On va mal faire les choses illogiques, de risque de s'endormir. En casse d'avoir, ne t'endors pas. Viens chez toi, je vais te mettre des baves, vas-y, t'endors. Je comprends pas. On n'est pas en train d'expliquer des takanot des rabanan. On va faire tout de peur de s'endormir. Alors viens, on mange d'abord aussi. De peur de s'endormir. On va tout casser de peur de s'endormir. C'est quoi sûr de peur de s'endormir? Mia Barlecha, c'est pour les enfants qu'on fait ça.
Pour les enfants qu'on fait de peur s'endormir, pas pour les parents. Malheureusement. Eh ben tant pis qu'ils ne soient pas juifs. Mais ça ne nous intéresse pas de peur s'endormir. Dormir. Les gars, faire une sieste, pas de peur s'endormir. On ne va pas changer le seder. Et pourquoi on fait après le Hallel? Je ne comprends même pas sa question. Pourquoi on fait le Hallel après? C'est la conclusion, quoi. Après avoir raconté la sortie d'Égypte, avoir consommé les mitzvot, au lieu de dire, oh là, c'est compliqué, le shiur du Hametz. Non, Baruch Hashem. Si tu vis la contrainte du nettoyage de Pessah, si tu vis la contrainte du shiur du Kazaïd et de Haseba, le Hallel, il ne va pas être détendu. La détente, c'est toujours une conséquence de moments joyeux précédents. C'est la conclusion, le Hallel, ça ne peut pas être avant. Comprends pourquoi je ne comprends pas ta question? Ben, c'est pas Chaillard avant. Mon repas à 3 verres de vin, ça a été le Hallel. C'est des notions très importantes. Je l'aurais proclamé dès le départ. Pourquoi on est au CDR, et je vais vous expliquer pourquoi. On a le privilège d'être le peuple d'être. Vous comprenez ça? Moi, je ne comprends pas sa question du tout. Parce qu'en dehors, tu risques de pas faire. Tu risques de faire. Arrête, il n'y a pas de risquer. Il y a le CEDER comme il est. On garde les idées dans le CEDER. C'est la conclusion du CEDER. Risquer, je m'en fous de risquer. Alors, il rattrape son agada, je m'en fous. Maintenant, quand Chaim, ils sont métaken comme il faut. On va pas changer l'ordre parce qu'il y a des gens qui s'endorment. On va pas changer l'ordre parce qu'il y a des gens qui s'endorment. Chazé shalom. De faire d'abord le Hallel, après. Mais parce que tant que tu n'as pas accompli mitzvot, tu n'es pas encore réjoui. On va dire, Le summum, c'est le CPSR Matzah Maror. Maintenant que tu as accompli les mitzvot, tu remercies avec le privilège, c'est les mitzvot. Avant d'avoir accompli la mitzvot, tu peux dire c'est un privilège, tu n'as pas encore accompli. Mais non, le privilège, c'est quand maintenant j'ai accompli la mitzvah. Pas avant. Mais de toute façon, je ne comprends pas votre question. Je vous expliquer qu'il y a un hallel avant et après. Je ne comprends pas pire que là où vous étiez quand je vous expliquais ça. Alors, écoute bien, il y a un hallel avant et après. Tu as déjà lu la Gada de Pessah? Fait 2 prakim avant. Mais B'Tselem Israël, on le fait avant le repas. Avant et après. Avant et après. Et c'est ce que j'ai expliqué il y a 10 minutes. Comment on s'interrompt au milieu du Hallel? C'est quoi cette question? Parce qu'on fait avant et après. C'est pas que après. Comment? Je crois qu'ils font aussi à la Tfila, non? Pas à la Tfila, le soir. Ouais, non, c'est aussi, mais c'est pas, ça remplace pas le Hallel. Ouais. Il y a un Hallel avant aussi, encore avant le repas. Ça n'a rien à voir, c'est pas le Hallel de la Gada, ça. Ça n'a rien à voir. Pourquoi on fait le Hallel à la synagogue? 2 raisons, Marco. Ne me note pas la 3e, s'il te plaît. 2 raisons. Pourquoi on fait le Hallel à la synagogue? C'est important, vous allez le faire quand même. Chazal Baruch. Il y a donc certains Chazal qui expliquent qu'à l'époque du Beth Amikdash, on faisait le Korban Pessah. Quand est-ce qu'on faisait le Korban Pessah? Le 14. Il y a marqué qu'au moment où on faisait le Korban Pessah, on faisait le Hallel. Alors, comme on ne peut plus faire malheureusement le Korban Pessah, le Hallel qu'on faisait sur le Korban Pessah, alors on le fait le soir. En souvenir du Korban Pessah. Deuxième explication, il y a une Tosefta qui dit le Hallel, avant ils avaient des Sidourim. Aurel, toi qui étais de l'époque, il n'y a pas de Sidourim avant. Il n'y a pas. Qui s'est connu le Hallel par cœur? Pas grand monde. C'est vrai qu'à l'époque, le Chartibourg, il faisait, nous on répondait. Il faisait, on répondait. Il disait un pasouk, on répétait le pasouk. D'accord? Ça c'est écrit. D'accord? Donc, à la soirée de la Gada, il y en a qui ne vont pas faire le Hallel du coup. Donc, ils faisaient à la synagogue pour s'acquitter du Hallel qu'ils ne vont pas pouvoir faire dans la Haggadah. Et une Tosefta comme ça. 2 explications. Maintenant, revenons. Nous, on a dit, d'après la Gemara de Shmuel et l'explication de Rafi et d'un certain nombre de Rishonim, le Hallel, il fait partie de l'enjeu de la Haggadah. Ce n'est pas lié au Korban Pessar, c'est pas Stam, on fait un Hallel, parce que normalement, on ne devrait pas faire de Hallel. C'est qu'il faut que cette soirée soit une soirée de réjouissance, d'émotion. Il ne faut pas juste soirée, ah, les mitzvot, les mitzvot, les mitzvot, les mitzvot, attention, c'était pas manger, attention, il y a du Hametz, attention, ah. Bien qu'il y a tellement de contraintes à Pessah, il faut les vivre de manière joyeuse. C'est vrai qu'il y a plein de contraintes à Pessah, mais il faut le vivre de manière joyeuse. Parce que c'est ces contraintes qui nous construisent. Et Hachem nous a donné pour le bien. Pour faire de nous des gens construits, intelligents, disciplinés, élevés, spirituels, olamazé, olamaba, akol. Donc il faut vivre. C'est ce qu'on appelle Chag HaMatzot, Chag HaMitzvot. Il faut être rogeg les mitzvot. En faire un chag des mitzvot.
Celui qui sort du nettoyage et de la gada, ah, c'était dur, machin, et même s'il ne le dit pas, mais une bonne chose de faite. Malheureux. C'est malheureux. L'année prochaine, peut-être, il fera une agada correcte. L'agada doit être simcha, et c'est ça le chinour. C'est ça le chinour. On dit c'est une grande misat chinour le soir. Le seul chinour qu'on a pour les enfants, la seule chose. C'est pas combien de fois tu l'as amené à la synagogue, combien de fois tu l'as réveillé. C'est pas ça le chinour. Chinour, c'est pas en faire des automates. Dans automate, il y a tout matmet. Ouais, c'est pas ça le chinour. Le chinour, c'est la simcha dans les mitzvot. Un enfant, quand il voit son père qu'il est fou de joie, quand il regarde un match de foot, l'enfant, il va s'intéresser au foot. Et mal à saute. Quand le gosse, il voit que le père, il est fou de joie devant un couscous, eh ben, il va s'intéresser au couscous. Hein? Et pas à Pessah. Pas à Pessah. Ils ont fait un couscous caché les Pessah à McDonald's. Mais t'entends ou pas? Quand un fils, il voit son père qui est fou de joie quand il va à son limoud Torah, ou fou de joie quand il écoute un devoir Torah, ou bien il est content d'aller à la synagogue, il dit on a bien pris, c'était sympa ce matin, etc. Il le ressent vraiment. Alors l'enfant, en général, il recherche le bonheur. Et d'où il apprend le bonheur, avant de chercher Chazé Shalom quand on n'a pas pu transmettre le message dans la rue ou ailleurs, ou sur les réseaux, normalement, il cherche le bonheur à la maison. Et si on déborde de bonheur, il n'a pas besoin de chercher en dehors, parce que qui c'est qui recherche autre chose que le bonheur? Donc la soirée de Pessah, c'est là où on va pouvoir accomplir le bonheur des mitzvot. Bien qu'on a tellement œuvré, tellement souffert, on s'est coupé les doigts avec le papier d'aluminium, et on a brûlé les ongles avec le Saint-Maurice, et on a machin, et empesté les chemises avec la transpiration à la framboise, etc., etc. Qu'est-ce qu'on n'a pas souffert pour Pessah? Malgré tout, on est heureux cette soirée-là. C'est Chag HaMitzvot. Chogegid HaMitzvot, c'est pas un fardeau. Tu comprends, Aurel, ou pas? Le rachat, pourquoi on parle du rachat? Pourquoi on a besoin de parler du rachat? C'est pas pédagogique. Ça a l'air d'être complètement anti-pédagogique, s'écrit Megillah. La Gada. Tu dis, voilà, rachat, il dit, ma avodazat lachem. On dit, ah, si tu étais là-bas, on t'aurait pas délivré. Un gosse maintenant qui te pose une question comme ça. Quel rave normal répondrait comme ça? Personne, hein? C'est d'expliquer, machin, truc. Il faut se comprendre que le rachat, c'est pas un chiloni. C'est plutôt un tam ou un dalichol. Ouais. Le rachat, c'est plutôt quelqu'un qui connaît. Il connaît très bien. Il a étudié. Ma avoda zot lachem, il n'y a pas besoin de faire ça. Il parle de avoda, de avdout. Certains rabbinim, j'ai vu, ils expliquent qu'il est rachat, pas qui, il est déjà picoros. Non, il n'est pas picoros. C'est comme il voit tout comme avoda, il va finir rachat. Quelqu'un qui voit tout comme une avoda, qui sait qu'il peut tenir 100 ans à faire des choses contraignantes. Au bout d'un moment, tu craques. Ou bien tu arrêtes physiquement de faire une mitzvot, ou tu te déconnectes émotionnellement. Faut le faire. Mais tu es à talocham, tu n'es pas mechoubar. Donc quelqu'un qui fait les actes pour les faire parce qu'il a peur de la punition, mais il n'est pas mechoubar, alors c'est un rachat. Non. Rachat par rapport à ce que nous explique la Haggadah. La Haggadah nous explique qu'il y a un enjeu ici d'être les banim d'Akadosh Baruch. Les banim d'Akadosh Baruch sont dire que ce qu'il fait Hachem, c'est pour notre bien. Si maintenant on dit, mais c'est ce qui nous plaît, mais la Torah, c'est une contrainte. Attends, Hachem a donné la Torah. Si la Torah, c'est une contrainte, c'est une punition, comment tu peux comprendre que ce que Hachem fait pour le bien, si la Torah qui me demande d'accomplir, c'est une punition? Donc il faut apprendre à voir le bonheur qui est dans les mitzvot. Il faut apprendre à voir le bonheur qui est dans les mitzvot. Parce que si Hachem, il est bon, il est bienfaisant, et que tu n'arrives pas, au fil des années, à voir le bonheur qui est dans les mitzvot, tu peux dire qu'Hachem, il est bon, il est bienfaisant. Donc tu as un regard d'Hachem, il m'a pris en otage quand j'étais en Égypte. Il m'a imposé les mitzvot. El malasot. Si je ne fais pas les mitzvot, il me tue, donc je fais les mitzvot pour ne pas être tué. Donc c'est quelqu'un qui est déconnecté. Alors ou bien il va, mamash, finir rachat. Parce que normalement, quelqu'un, ou lui ou son fils, vont craquer. Tu ne peux pas tenir comme ça à faire quelque chose qui t'étouffe toute une vie, et tu vas transmettre ça à tes enfants. Les touffades, elles ne passent pas aux générations d'après. Comme je dis, l'enfant, il suit ce qu'on apprécie, pas ce qu'on souffre.
Mon père, il n'a pas eu le courage d'abandonner la Torah, je vais l'abandonner à sa place. Pourquoi vivre une vie de contrainte et de souffrance? Pourquoi faire? Donc, ma avoda zaterem, le problème, c'est l'avoda. C'est vrai que la Torah, il y a une avoda, il y a une avdout. C'est vrai. C'est vrai que c'est une avoda. C'est vrai qu'il y a une avdout dans les mitzvot. Mais comment tu la vis, cette avdout? Lui, il résume le korban Pessar, qui est la miséricorde divine qui nous a épargnés, en nous demandant de faire un acte symbolique. Il voit ça comme une avdout. Et tu vois pas dans ça une bonté divine. Même dans ça, tu vois pas la bonté divine. Ah, avoda zot lachem. Donc c'est quelqu'un qui est sur une mauvaise pente. Et la soirée de Pessah, on veut justement nous éloigner de ce regard-là, de voir les mitzvahs comme une avdoute. On a été pris. Ah, les peuples juifs, ils souffrent plus que les autres, c'est comme ça. Hachem nous a pris, c'est notre destinée, dont on souffre plus que les autres. Peut-être qu'on souffre plus que les autres, mais on est les seuls à connaître le bonheur. Les goïms, ils ont une vie vide de sens. Ils ont peut-être du kiff, mais ils n'ont pas de simra. Les goïms, ils ont du kiff, mais ils n'ont pas de simra. Quelqu'un qui essaie de faire Torah mitzvot, il sacrifie certains kiffs, mais il a de la simra. La simra, il a une satisfaction, il a une plénitude, il a un calme intérieur. Il est bien. Il faut sentir ce privilège. Les mitzvot, il y a un sacrifice, il y a un effort, il y a un sacrifice. Dans nos actes de tous les jours, il y a un sacrifice. Dans l'histoire, l'Am Israël a dû faire beaucoup de sacrifices pour qu'Hachem nous aide à rester attachés à Torah mitzvot. Il a sacrifié beaucoup de périodes, Hachem, pour pas qu'on soit complètement déconnecté. Il y a beaucoup de chocs électriques, donc c'est quelque chose qui coûte très cher. Mais Sofo Shel Davar, faut voir que c'est un privilège. C'est sur ça qu'on doit focaliser. Et c'est ça sur la notion du rachat, c'est une avoda, c'est quelque chose de lourd, c'est une contrainte. Donc, le Hallel, il commence avant la Séouda et il se termine à la fin de la Séouda. Il y a une marquette entre le Bet Hillel et Bet Shammai. Est-ce qu'on dit uniquement le premier Pérec ou les deux premiers Prakim? Ouais. Non. Qui n'aime pas ça et qui le fait quand même. Non, Pas non, parce non. qu'il aurait tué, parce que Non, lui, c'est pas l'Ishma, il le fait pour la punition. Non, il va pas- L'Ishma, il le fait pour la mitzvah. Quand je le fais pour la mitzvah, je suis attaché à la mitzvah. Je le fais pour la mitzvah. C'est une avoda, ça le sauve, il n'aime pas ça. Ah, pourquoi il le fait s'il aime pas? Parce qu'il le fait absolument développé. Parce que quelqu'un, il étudie la Torah, il n'aime pas ça. Il le fait, il le fait. Il n'aime pas ça, mais il le fait pour la mitzvah, pas il a le droit d'être tué. Il le fait pour la mitzvah. Je sais pas. Peut-être que tu as une autre compréhension que moi, sûrement. Moi, après avoir passé un peu tous les shlavim dans la Vodat Hashem, enfin tous les shlavim, les premiers, on va dire, je sens plus, personnellement, peut-être je me trompe, hein, je sens plus que quelqu'un qui fait les mitzvot et qui n'aime pas ça, je comprends mieux s'il continue à les faire, c'est Mishumo Ira Tonesh. Sinon, je comprends pas qu'est-ce qui le motive s'il n'aime pas ça. C'est pas quelque chose que j'aime pas. L'Ishma, c'est je le fais, ouais, pour obéir à Hachem. Mais qui dit que j'aime pas faire ça? Tu rajoutes un paramètre, j'aime pas. Faire la mitzvah, même si je la comprends pas, parce que je sais qu'Hachem il est bon, je sais que c'est pour mon bien, même si ponctuellement cette mitzvah-là, je la comprends pas. Ouais, mais je sais que globalement, hein, mon médecin, j'ai un médecin super, etc. Il me dit de prendre des médicaments. Je comprends pas pourquoi il m'a dit ça maintenant. Je sais il est efficace, il est sympa, il veut pas que j'ai des effets secondaires, etc. Donc je prends BKF. Mais je sais pas pourquoi, mais BKF. Mais si ça me saoule de prendre ça, faut comprendre psychologiquement, profondément, faire une psychanalyse. Si maintenant il déteste faire ça, il supporte pas faire ça, c'est une contrainte, c'est qu'un fardeau, pourquoi il continue à le faire? Mieux c'est d'avoir chez Oussonet. Il faut qu'il y ait quelque chose de plus fort qui l'aide à passer ça. Tu me demandé ce que tu fais son âge. J'entends intellectuellement ce que tu dis. Au niveau Rikshi, je ne partage pas ce plan. Mais tu n'es pas obligé d'être d'accord avec moi. Personnellement, je ne partage pas. Intellectuellement, je comprends. Il y a une case que tu as mis en place. Mais pour tenir le coup, ouais, de faire toute sa vie des choses qui me sont insupportables, ma pitome qu'il est motivé. Parce que quand on parle de faire les mitzvot, ce n'est pas une fois ou une fois, non, c'est tout le temps. Donc c'est un joug. Comment il va arriver? Des expériences que j'ai vues de différentes personnes qui étaient confrontées à ce genre de problème, où ils craquent, où ils ont très peur d'Hachem. Mais peut-être je me trompe, hein. C'est mon expérience qui parle ici. Où ils craquent, où ils ont peur, très peur d'Hachem. Mais le très peur d'Hachem, ça passe pas aux enfants, c'est le problème. C'est une soirée trino. Comment on fait pour aimer une mitzvah qu'on ne comprend pas? Comment on fait pour étudier la Torah qu'on ne comprend pas? Il y a des fois où on a compris une mitzvah, ça nous a apporté tellement, donc on a
de l'espoir de comprendre celle aussi à la longue. Il y a un limoud qu'on a tellement aimé, alors d'espoir que même dans les autres limouds. C'est-à-dire qu'on a, dans la Torah Mitzvot, c'est tellement beau que on a normalement, celui qui fait ça correctement, il a des expériences positives. Et avec le temps, il souhaite que ces flashs de bonheur, ils puissent être plus euh, fréquents, ils se répandent de plus en plus. C'est pas que c'est que du malheur et c'est que de la souffrance. Il y a des mitzvot qui nous apportent des choses, où on sent que sans ça, notre vie, elle aurait été ou fade, ou vraiment inutile. Alors, il y a certaines mitzvot qu'on le fait, on se force à le faire, mais qu'est-ce qui nous motive à les faire aussi? C'est le sentiment positif qui accompagne d'autres mitzvot. Donc, on sait que c'est bon, les mitzvot. Celle-là, j'arrive pas encore, mais ou je le fais de manière contrainte. Mais je le fais avec un dynamisme que les autres mitzvot qui m'apportent tellement leur sel aussi un jour peut-être. Mais ce côté positif qu'on doit attacher aux mitzvot, même si elles sont partiellement sur certaines mitzvot, elles nous aident aussi pour accomplir les autres mitzvot. Tu comprends? Mais il y a besoin de cette relation émotive et joyeuse avec au moins une partie des mitzvot pour qu'on tienne, qu'on perpétue dans notre vie et dans les générations. Et c'est ce soir-là que ça se joue. Parce que c'est facile de raconter un message sympathique quand tout va bien. À Purim, c'est facile. Un Aurel. Mais à Pessah, qui est la fête de la contrainte, de se réjouir de ces contraintes, c'est ça le défi. Le Chag mitzvot, le Chag matzot, de faire de ce l'érémonie. Il y a un sforno comme ça extraordinaire, je vais vous le lire. Peut-être vous allez le comprendre, moi j'ai du mal. Il y a un yesod dans le sforno. Je vais dans la feuille normalement. Donc, je ne t'ai pas expliqué en fin de compte. Tu as vu le passouk que David, j'ai réussi à ne pas t'expliquer le passouk qui te dérangeait sur Dame et Kherev et tout. J'ai réussi à ne pas t'expliquer. Ça, tu viendras l'année prochaine? Demain? Non, demain, c'est les vacances, demain. Regarde, Marco, il a déjà mis sa chemise de vacances. Non, je pense que c'est bon demain, non? Et chaque jour, il y en a 4 de moins. Alors, combien il va rester demain? Il y a qui c'est il y avait qui en plus hier? Vous rappeler, Oui, rappelez-vous. parce que ma femme m'a demandé. La femme a demandé. Moi, Juste petit détail. Vous pouvez m'appeler quand vous voulez si vous avez des questions. C'est vraiment débile d'hésiter. C'est débile. Vous ne me dérangez pas, je suis là pour ça. D'accord? Vas-y, pourquoi la pas. matzah avec le jus de pomme et tout ça, c'est du Ramen Gamo. Non, c'est pas de la matzah. La farine, Non, la la matzah aux œufs, par exemple. c'est pas de la matzah. La matzah, c'est l'hérémonie. Tu parles donc de ce qu'on appelle matzah ashira. La shira, ouais. Voilà. J'ai pas dit que c'est du chametz gamou. Ah. Non, j'ai dit que le Rav Mordechai Eliyahu a dit. Moi, je dis pas que c'est du chametz gamou. Parce que je suis pas un Rav. Mais le Rav Mordechai dit que c'est du chametz gamou parce qu'il considère. Ouais, on a dit qu'il y avait déjà une marloquette au niveau du sac avant de voir comment ça se passe l'Ashgacha. Et lui, il considère que il y a une marloquette bichlal. Est-ce que on avait expliqué déjà? C'était impossible avec du jus présent. Non, non, lui, il est avant ça, lui, le Rav Mordechai. Il est avant ça, il est dans le psaque. Il est dans le psaque, le bichlal. Toi, tu parles maintenant dans l'Ashgacha. Est-ce que maintenant je fais attention qu'il y a de l'eau, il n'y a pas d'eau? S'il y a un peu d'eau dans le jus de raisin, c'est du chametz gamou. D'accord? S'il y a un peu d'eau, un tout petit peu d'eau dans le jus de raisin ou le jus de pomme, c'est du chametz gamou. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on prend un Hercher moyen, on prend des grands risques. D'accord? Ça, c'est le premier problème que Julien voulait évoquer. Mais il y avait une autre chose, c'était au niveau du psaque, qu'il y a une marloquette sur la matzah shira, je crois. C'est quoi déjà? Ah oui, 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 oui. Parce qu'ils mettent dans les babouchado la levure. C'est-à-dire que matzah shira, shurnahu, il permet, la Gemara, elle permet. Parce qu'on dit que la farine avec du jus de fruits, ça gonfle pas. Ça gonfle pas. Donc ça reste. Il n'y a pas de trimout. Mais comme on met de la levure même chimique, donc on compense. Il y a certains poskim qui disent donc on vient compenser le manque du jus de fruits, le manque du jus de raisin. Donc c'est du Hametz Gamou. Le Rav ODSF dit non, comme c'est chimique, même ça gonfle, etc., c'est pas du Hametz Gamou, pas du Hametz. C'est pour ça qu'il y a marqué que les papuchado, c'est d'après le psaque de Rav ODSF. C'est pas la cacheroute de Rav, c'est Rabbanout. C'est même pas la méadrine.
C'est même pas la madrine. C'est Rabbanou d'après le psak de Rav Yosef. Pourquoi d'après le psak? Parce que le Rav Mordechai il est posek. Vadaï, tu mets de la levure. C'est chametz. C'est du chametz. Pas à cause il y a de l'eau. Sans de l'eau. Il y a une marloquette sur le psak. Quand tu mets de la levure, est-ce que ça devient du chametz? Il est logique de dire oui. Pourquoi on te dit que quand c'est de la farine et du jus de fruits, pourquoi on te dit que c'est pas du chametz? Parce que ça lève pas. Mais toi, tu mets de la levure. Donc, tu as fait lever de la pâte. Il dit que c'est pas du chametz. Vous avez vu comme c'est un petit peu aéré, les papuchado. Si tu mets pas la levure, c'est autre chose. Hein. C'est plus le même objet. Vous vous rappelez la bienfaisante, je sais pas s'ils mettent de la levure dedans. Bienfaisante, c'est pas les papuchado. Hein. Moi, je me rappelais, c'était du casse-dents énorme. Je sais pas s'ils mettaient de la levure dedans. Ça livre donc. C'est dur, quoi. C'est très très dur. Alors que papuchado, il est sympa. C'est comme un biscuit, c'est comme un petit beurre. C'est très sympa. J'ai jamais fait. Toi, ton fils, il doit pas prendre des papuchado. Celui qui a Kerem Béhavné. Ouais, c'est Ramon Chayaou. C'est Chaque année, Ramon faisait une dracha et dit Srefat, Chametz, ou Papuchado, c'est Chametz Gamo. Donc il y a marloquet dans le psak. Tu vois le pahad. C'est un pahad atsum. Ça s'entend cette tarana. C'est une tarana intéressante, ouais. Et puis le Ramadan Chayaou, bon, c'est pas rigolo, quoi. Mais c'est pas lui qui a été posé, c'est une grande marloquette à poskim. Et lui, il a tranché, il a compris comme ça, comme ceux qui disent que c'est du Hametz. C'est ma ville. Alors les épaules larges, dire c'est pas. On peut faire le liboum soi-même. On peut faire le Quand on fait le liboum, liboun, parce que iboum, c'est personne ne le souhaite. Liboun. Li, boun. boum. Faut vraiment que ça devienne rouge. Moi, j'ai jamais vu que même tu peux laisser le chalumeau sur. Moi, je fais la grille des. T'as un chalumeau à la maison? La grille du barbecue. Mais ça devient pas rouge, quoi. Faut exagérer. Pourquoi t'achètes pas une grille? J'ai pas compris. Je pas trouvé la taille. Là, ça commence, barbecue, c'est quoi? C'est fermé ou ouvert? Barbecue au gaz, tu le fermes? Ah, ou un truc mangal, tu fais comme ça? Ouais. un mangal avec les les. grilles. Il n'y a pas des grilles comme ça. Ouais, j'ai pas trouvé la taille. Mais Autre chose dans le ministre. je sais pas si c'est standard. Bah ouais, c'est partout ça. Surtout que ça. Ouais, je sais pas. Moi, j'ai jamais fait l'iboun, donc j'ai pas trop étudié la question d'Alaha. Je suis pas la bonne personne pour vous aider. Moi, dans toutes ces histoires de l'iboun, moi, qu'est-ce que je fais? J'achète. J'ai acheté des petits mangals à Khat Parami, bidon. Ouais. Combien de mangals on va faire pendant Pessah? Un, deux, ça. Même si tu le laisses allumer ton mangal 1 heure. C'est quoi? C'est un mangal au gaz ou au braise? Gaz. Laisse allumer 1 heure. C'est grillé. Alors, c'est quoi le problème? Il t'a dit qu'il y a besoin d'iboun. Il est sur ça, il est sur toute la grille, le gaz? Sur une partie? Il sert pas ton. Ouais, c'est cool. Il y a Je plusieurs. sais pas, et qui dit que c'est pas un liboun de l'allumer? Il est 700 degrés, non? 500, non? 700. Il y arrive le mangal. Quand tout le monde dit que le mangal fermé à Pessar, c'est un problème. Le mangal, il arrive facilement à 500 degrés. Alors, pourquoi il y a un problème de ça? J'ai pas amené le livre du Ravo Firmaka sur le mangal. Qu'est-ce qu'il dit? Désolé. On peut demain alors, c'est bon? Quoi, tu veux vraiment rien que demain? C'est le moment de l'hiver puis la journée, on est Hein? C'est ça. Il veut une extension. Tu vas nettoyer, tu vas mettre ça. Dame des verres aussi. Toi, t'es là demain, Aurel? On est quel jour? Et si je te permets le téléphone? Comment? Si je te permets le téléphone pendant le show? Mais là, tu reviens des vacances, là, t'es en pleine forme.